ce Canada fait. Alors, je serais prêt à répondre à vos questions, ou à avoir une discussion quand vous voulez. Alors, j'espère que ça vous a été utile. Monsieur le ministre, si vous êtes d'accord, on écoutera Monsieur le ministre Bichet, et puis nous allons regrouper les questions. Comme ça, nous avons terminé les exposés concernant les matières qui sont l'objet d'aujourd'hui. Quant à votre exposé, je vous ai écouté avec plaisir et avec satisfaction, parce que finalement, il y a des pays dont la participation à la vie internationale n'est pas un élément de perturbation, de provocation, de remise en cause des règles établies, et que vous êtes un pays, finalement, en vous écoutant et en connaissant un petit peu, en survol votre histoire, un pays modèle, un des peu pays modèles qui existent dans le monde, en tenant compte du niveau de développement, des caractéristiques du pays qui embrasse le continent et donc deux mers, deux océans, et de par son ouverture qui est d'abord une ouverture mentale. Je suis particulièrement intéressé à ce que vous avez dit en ce qui concerne la prospective et la prospective du développement, non pas proprement technologique, mais des acteurs pensants de la technologie, c'est-à-dire les acteurs du savoir, seraient réunifiés, si j'ai bien compris, des départements ou de divisions de ministères différents qui ont pour objet, n'est-ce pas, fondamental l'éducation. J'aimerais savoir si le secteur de l'éducation est l'un des secteurs portants de la révolution scientifique et technique de demain. Si le secteur de l'éducation, donc la formation scientifique, professionnelle, humaniste, est un élément portant du développement civil, du développement tout court. Donc, je me limite à vous dire l'intérêt que j'ai porté à votre exposé. Il y aura, j'espère, beaucoup de questions. Et merci, Monsieur le Ministre. Je me permets de passer la parole à Monsieur Bichet, dont je fais une petite présentation. Emmanuel Bichet est un diplomate suisse. De 2010 à 2014, a servi comme chef des droits de l'homme, à la section des droits de l'homme, à la mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies. Et à Genève. Il a à son actif la présence, la participation, la compréhension et l'analyse de pays où il y a eu des crises profondes. La Syrie, le Bahreïn, l'Iran, la transition des pays où la justice n'est pas autonome par rapport au pouvoir politique, donc le business et les droits de l'homme, je dirais. À partir de 2014, il a été transféré à la mission suisse de l'Union européenne, où il exerce la fonction de numéro 2, si vous permettez. Et donc, vous êtes aidé par votre épouse, Caroline Bichet Antamatten. Antamatten, c'est un nom indien? Non, c'est un nom suisse de Valais. Ah. Vraiment dans les montagnes suisses. Ça pourrait être Tiens. Les amants globalisés. Donc, on descend des montagnes pour un travail humanitaire qui va dans le monde, Monsieur Bichet. Moi, je suis d'une région de montagne, de Piedre. Ah oui. C'est bon. Donc, vous avez obtenu un diplôme graduate à l'université de Nancy, en France, en droit
public européen à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas. Vous avez, avec un postgraduate en droit de l'homme et droit public international. Vous avez été au Rwanda aussi. Donc vous connaissez bien, j'imagine, les situations de crise. Et si vous le permettez, vous avez été à Jakarta, vous avez été présent même avec une fonction de reconnaissance au Kosovo, qui redevient un élément important dans les crises qui secouent aujourd'hui l'Albanie, le Kosovo, la Macédoine. Donc, il me reste qu'à vous accorder la parole et vous dire un grand merci au nom de tous. Et on vous écoutera avec plaisir et grand intérêt, Monsieur Michel. Merci beaucoup. Merci Minato. Je vous remercie chaleureusement de l'invitation. C'est un grand plaisir, d'autant plus que c'était aussi pour moi l'occasion de retrouver Alan, avec lequel j'ai sévi à New York, et que j'espère avec lequel j'aurai aussi l'occasion de sévir aussi à Bruxelles, même si évidemment là, on est dans une relation plutôt bilatérale avec l'Union européenne. Hein. Le Canada est en train de travailler, ou finit de travailler maintenant. Vous m'entendez? J'ai une voix qui porte. Hein. Donc, vous m'avez entendu? Oui. Bon, alors je vais parler plus près du micro. Donc je disais que c'était un plaisir de revoir Alan Borman, que j'ai connu à New York. L'ambassadeur Camacho aussi, que j'ai connu quand j'étais à Genève dans les droits de l'homme. Il a mentionné, l'ambassadeur Camacho, un mot important qui est bridge building, donc en français la construction de ponts. La nécessité pour les nouveaux acteurs, ou plutôt les acteurs de la gouvernance mondiale, d'avoir une légitimité et d'être capable de travailler avec des gens qui viennent d'horizons différents. Et je pense que la Suisse aurait un rôle particulier à jouer. C'est dommage qu'il ne soit plus là, mais je l'ai dit au Canada. En tout cas, la Suisse, je pense, pourrait jouer un rôle vraiment constructif au sein du G20. Bon, déjà, du point de vue chiffre, on pourrait rentrer quelque part, puisqu'on fait partie on est la 20e économie mondiale en termes de PIB. Je crois surtout ce qui est plus important, c'est que la Suisse, de par son histoire que je vais mentionner rapidement tout à l'heure, a une expérience toute particulière de la diversité et l'a vécu de manière assez douloureuse au cours de son histoire et a réussi, après plusieurs siècles, à mettre en place des mécanismes qui la rendent, disons, propre à soutenir des États qui vivent aussi des difficultés en matière de division religieuse, ethnique ou culturelle, et peut apporter une contribution justement à la construction de ponts entre les différentes entités, y compris au sein du G20. Malheureusement, on n'a pas été accepté au sein du G20. Ceci dit, on y a participé en 2013 pour parler de questions financières. Je pense que là, il y a une raison pour laquelle on nous a invités. Depuis, on a réglé nos différends, donc les choses se passent bien, y compris avec l'Union européenne. Il n'y a pas des personnes ici incriminées d'exploitation de capitaux chez vous? Non, mais de toute façon... Jetez un coup d'œil, s'il vous plaît. Non, il n'y a aucun problème. Ces personnes sont tout à fait clean. Bon. J'ai fait un PowerPoint, mais je vous rassure, il n'y a que 37 slides. Je plaisante. Je voulais aussi mentionner Cuba. Vous avez mentionné Cuba, et j'en reviens à l'idée de bridge building. Pourquoi la Suisse peut jouer un rôle de constructeur de ponts? Ça se voit aussi très concrètement de par nos actions passées. C'est pas seulement ce qu'on peut apporter au G20 dans le futur, c'est aussi, on a pu montrer à travers nos actions, qu'on a pu apporter des constructions concrètes. Et dans le cadre de Cuba, voilà, les représentations des intérêts américains à Cuba et de Cuba aux États-Unis se font par la Suisse depuis 1961. Il n'est pas exclu qu'avec la détente qui est en train de se profiler, on n'ait plus à le faire, ce qui serait pour nous plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que les États concernés se tendraient, qui est évidemment toujours préférable à avoir un intermédiaire. Bref, cette petite parenthèse sur Cuba. Bon, la gouvernance mondiale, etc. La Suisse, là je suis à côté de deux puissances. Tu disais puissance moyenne, on croit que c'est deux puissances, il n'y a aucun doute là-dessus, le Canada et le Mexique. La Suisse n'est pas une puissance, elle ne se voit pas du tout comme une puissance en aucune manière, elle se voit plutôt, comme je l'ai dit, comme un État qui a une expérience historique qui lui permet, elle l'espère, de pouvoir apporter certaines contributions au dialogue entre les civilisations, et si possible aussi, dans la mesure du possible, et on l'a fait à plusieurs reprises, y compris ces derniers temps,